Ok Google, fais-moi mon diagnostic médical. Laissez une machine poser un diagnostic médical. Voici quelque chose qui semble en avance sur son temps. Non mais juste... La machine est-elle déjà plus puissante que le médecin? Allons-nous lui faire confiance? Non mais attends. Combien reste-t-il d'humanité dans tout ça? C'est en effet tout l'enjeu de cette vidéo. Aujourd'hui, avec la collaboration de Nicolas Guindrier, réalisant une thèse d'informatique au service du médical, tiens, exactement le sujet de cette vidéo, nous allons parler d'algorithmes et de médecine. Je tenais à remercier Lé de la chaîne Science for All, spécialiste dans les questions d'intelligence artificielle, que j'ai pu interviewer sur le sujet à Paris, ainsi que le neuroradiologue Arnaud Attier, qui m'a lui fait découvrir son travail dans les locaux d'IRMAGE, une plateforme de recherche en IRM située à Grenoble. Alors cela n'aura échappé à personne, l'intelligence artificielle est partout. Dans nos portables, dans le sport, dans nos voitures, bref, dans l'économie et dans l'industrie en général. Dans le domaine médical, il s'opère la même chose. Et je ne parle même pas de tous ces progrès en robotique et mécatronique qui permettent maintenant d'opérer un patient de manière plus précise que les meilleurs chirurgiens. Ou dans un autre registre qui permettent de faire des opérations à plusieurs kilomètres de distance. Alors quoi de mieux pour bien commencer que de remettre les bases? Lorsque l'on veut parler d'IA performante, plus que celle de votre simple calculette lycée, on parle souvent de machine learning. C'est le fait de laisser un programme apprendre par lui-même. Il s'agit d'une conséquence directe de l'utilisation des réseaux de neurones qui, en s'entraînant à avoir des entrées différentes, vont proposer une sortie de plus en plus proche de la réalité. C'est cette technique qui a permis à AlphaGo de battre le champion du monde du jeu d'échecs, Kasparov, en 1997, ou qui permet aux voitures autonomes de rouler sur la route en apprenant toujours plus. Plus la voiture rencontrera de situations différentes, plus elle pourra intelligemment faire face à de nouvelles situations. Et oui, en neurosciences, l'intelligence n'est pas la performance, mais la capacité à aborder, contourner ou résoudre un problème. Mais peut-on apprendre à l'intelligence artificielle à être aussi forte qu'un médecin, à donner un diagnostic médical, de la même manière que l'on peut apprendre à une voiture à conduire? Eh bien, oui. N'importe quel type de données, qu'elles soient visuelles, graphiques, numériques, un réseau de neurones artificiels peut l'analyser puisqu'un réseau de neurones est très plastique. C'est d'ailleurs une des puissances de l'IA. Elle n'est pas intrinsèque à un domaine ou un type de données, mais elle peut s'adapter à de nombreux défis. Ainsi, lire une prise de sang, reconnaître des symptômes, lire notre ADN, l'IA peut, en théorie, tout faire. Bon, l'intelligence artificielle plus forte que l'humain, le meilleur moyen de comprendre comment, c'est encore de donner un exemple. Vous connaissez tous l'IRM, ou imagerie par résonance magnétique, qui utilise un champ magnétique intense pour faire résonner les atomes qui nous composent. Ces résonances sont différentes si nous sommes dans un os, dans la matière grise, dans les méninges, donnant ainsi une cinquantaine de nuances de gris. Le gros problème ici, c'est qu'on ne voit rien du tout. Impossible de voir par exemple comment sont connectées les différentes aires du cerveau entre elles, ou comment les neurones sont connectés et quel réseau ils forment. C'est ici même qu'arrive l'IRM de diffusion. L'IRM de diffusion est une technique d'imagerie qui observe uniquement les mouvements d'eau. Si l'on regarde un axone, la partie du neurone où est transmise le message nerveux, nous pouvons observer que l'eau à l'intérieur va majoritairement dans le sens de l'axone, comme une voiture qui s'engouffre dans un tunnel. Et bien c'est exactement cela l'objectif de l'IRM de diffusion. En trouvant dans quel sens va la voiture, c'est-à-dire l'eau, on saura dans quel sens est orienté le tunnel, c'est-à-dire l'axone. Et ça donne ça, un modèle mathématique basé sur la déconvolution sphérique. Et on arrête tout cela pour les gros mots. Et je suis totalement flou. Je pense que la caméra préfère les séquoias. Et en même temps, c'est normal. Cette représentation mathématique nous indique, à un point donné, dans quel sens se font les grandes connexions neuronales. Par exemple ici, on peut voir que nous avons des fibres nerveuses dans un seul axe, comme s'il y avait un seul tunnel. Ici, en revanche, nous avons un croisement de fibres, qui se croisent orthogonalement. Et enfin ici, on peut voir une troisième petite direction de mouvement d'eau, qui elle, est anormale et résulte d'une pathologie, telle une petite hémorragie. Et si maintenant l'objectif est de mettre tous ces morceaux de puzzle ensemble, on peut reformer le réseau entier. Cela s'appelle la tractographie. Et à l'échelle du cerveau entier, cela donne le connectome. Vous avez par exemple déjà vu ces magnifiques images multicolores sur la pochette d'album d'un certain groupe de rock Muse. Cela a permis aux scientifiques de comprendre de nombreuses choses sur comment notre cerveau est connecté, quels sont en quelque sorte les logiciels qui s'y trouvent, et comment ceux-ci se connectent et fonctionnent entre eux. Et on arrive maintenant au cœur de cette vidéo. Voici le futur de l'IRM vu par l'intelligence artificielle. Le docteur Attier est un des concepteurs de Maeve, un clin d'œil au robot doté d'une conscience artificielle dans la série Westworld pour Machine Learning Evolutionize. Maeve est donc une intelligence artificielle, accessoirement neuroradiologue. En fournissant des tonnes d'IRM de sujets sains, Maeve est devenue très intelligente, bien plus qu'un humain. Lorsqu'on lui a montré pour la première fois une personne ayant une lésion du nerf optique, elle a su reconnaître la pathologie directement sans la connaître au préalable. Pour les médecins, comme le docteur Attier, cette avancée va permettre de révolutionner la prise en charge des patients, pour traiter les physiopathologies et observer les dommages anatomiques comme ceux laissés par un AVC ou une ischémie dans le cerveau. Mais à quel point une intelligence artificielle peut tout révolutionner, car elle peut vous sauver la vie. En effet, imaginez que vous êtes victime d'une ischémie, c'est-à-dire d'une perte d'oxygénation à un endroit du cerveau qui va provoquer la nécrose des neurones de ce même endroit. L'objectif dans cette situation, c'est d'être très rapide
rapide, soit pour éviter de perdre une fonction vitale, comme la vision, soit tout simplement pour éviter de mourir. Et en étant plus rapide qu'un humain pour détecter la source d'un accident vasculaire cérébral, l'IA peut potentiellement tout révolutionner. C'est par exemple aujourd'hui une chance de voir et de guérir une rupture d'anévrisme à temps, en gagnant de très nombreuses minutes. Primordial en 2018, quand, malgré nos progrès, 25% des victimes d'une ischémie meurent le mois suivant, et 50% souffrent d'un sévère handicap, soit uniquement une probabilité sur 4 d'en sortir indemne. Nous sommes face à une évidence. L'IA est devenue aussi forte, voire plus forte que l'humain dans certains domaines. Mais est-ce vraiment pour cela que nous ferons demain confiance à des algorithmes? Pour la plupart d'entre nous, nous faisons déjà confiance à des algorithmes, et dans une moindre mesure, à l'intelligence artificielle. L'IA regroupe juste des algorithmes particuliers. Nous avons par contre du mal à percevoir où ces algorithmes interviennent. Par exemple, dans l'aviation, les algorithmes sont déjà très utilisés. L'avion moderne va passer plus de temps durant son vol à être dirigé par des algorithmes que par un humain. Et pourtant, les accidents d'avion sont en baisse constante. Il est même plus sûr pour un même temps de trajet de prendre l'avion plutôt que la voiture. Et même en cas d'accident, le matériel va être en code seulement une fois sur 6, soit beaucoup moins que le pilote qui va être surentraîné et très bien sélectionné. Quant à l'IA, il faut savoir qu'elle intervient dans de nombreux logiciels. Par exemple des logiciels de traduction où petit à petit les algorithmes d'IA ont remplacé les algorithmes entre guillemets traditionnels. Pour l'utilisateur, ça sera la même chose. Il rentrera toujours son texte, mais il ne se rendra pas forcément compte que maintenant il y a de l'IA derrière. Et les résultats seront sensiblement meilleurs. Changer de paradigme, changer de système, en ne changeant qu'une toute petite chose pour l'utilisateur, très facilement acceptable. En informatique, c'est monnaie courante, mais on pourrait très vite extrapoler ça à la politique. Dans un pays comme la France, où les Françaises et les Français détestent les réformes, cela pourrait être très intéressant à utiliser. Il faut sortir de l'idée que l'IA peut ressembler à des robots androïdes hollywoodiens voulant potentiellement détruire l'humanité. Actuellement, l'IA ressemble plutôt à des salles entières remplies de serveurs informatiques. Faire confiance à des humains plutôt qu'à des algorithmes, quand on a prouvé que les algorithmes sont meilleurs dans certains domaines, c'est un biais cognitif anthropocentré. C'est un problème d'ego et de confiance. On a du mal à ne pas être au sommet de la pyramide des intelligences terrestres. Je pense qu'il faut laisser l'IA progresser à son rythme, qui est déjà très rapide. On veut que l'IA fasse ses preuves, ce qui est normal, mais peut-être un peu plus que de raison. Par exemple, on ne vérifie pas à la main les résultats d'une calculatrice, et pourtant tout ce que fait des algorithmes, et donc des IA, ce sont juste des calculs. L'IA a certes des problèmes dans des domaines éthiques ou moraux, c'est justement à l'humain de décider où l'IA doit aller, où elle doit s'appliquer dans des domaines prometteurs et non potentiellement dangereux. Par exemple, dans la médecine, les algorithmes sont déjà très utilisés. Dans ma thèse, j'étudie des algorithmes qui servent à faire fonctionner les scanners. Dans ce domaine précis, la machine et l'ordinateur sont difficilement remplaçables par l'humain. Par contre, il faut savoir que l'image est un domaine et le traitement d'image sont des domaines où l'IA est vraiment très efficace et progresse très très vite. L'imagerie médicale est un domaine crucial pour le diagnostic dans certains cas. Il serait donc contre-productif de ne pas laisser sa chance à l'IA dans la médecine si l'on prouve que l'IA est meilleure dans certains domaines. J'ai en tête l'exemple des vaccins dont on a prouvé l'efficacité, et ne pas les utiliser pour certaines maladies est un danger pour soi et aussi pour autrui. Je ne pense pas que l'IA va remplacer le médecin. Je pense que ça sera une aide, un peu comme certains robots très précis pour les chirurgiens. Le médecin gardera toujours son lien avec le patient, pourra même le renforcer. Et ce lien est à la fois crucial, il est à la fois irremplaçable par l'IA. Donc finalement, l'arrivée de l'IA rendra peut-être quelque part le médecin encore plus humain. Et la question est bien là, même si l'intelligence artificielle est plus forte que l'humain, nous ferons face à un problème culturel ou ne serait-ce à une nécessité d'évoluer. Pour une personne âgée, pour un enfant, pour une personne dont le diagnostic médical n'est pas encourageant, laissera-t-on vraiment un algorithme donner un diagnostic? Gardera-t-on nos médecins comme simples psychologues en attendant d'avoir des IA capables d'être plus chaleureuses et empathiques? Et pour tout le reste, comme en témoigne le succès des caisses en libre-service ou les bornes de commande dans les fast-foods, quand on a le choix, on peut facilement se passer du côté humain. Surtout s'il est possible derrière de payer moins cher pour cela à résultat égal. En effet, une IA ne reçoit pas de salaire, ne mange pas et ne boit pas. Personnellement, si je peux économiser du temps à faire mes courses ou à commander quelque chose au restaurant pour passer plus de temps pour avoir du contact humain avec mes proches et mes amis. D'ailleurs, au vu de la capacité d'empathie des humains, qui font que les Japonais commencent à tomber amoureux d'une copine virtuelle alors qu'il ne s'agit que d'un programme avec quelques lignes de code, accepter l'IA comme médiateur dans le milieu médical arrivera sûrement assez rapidement. Bref, à chaque grande avancée se pose un nouveau problème éthique. Et même pour continuer dans l'éthique se posera le problème de l'assurance. Si une IA donne un mauvais diagnostic, qui est responsable? Le programmateur? L'hôpital? Personne, car l'IA est plus forte que l'homme? On parle ici d'un problème d'explicabilité. Il faudra construire des réseaux de neurones qui seront sûrement plus intelligents que nous, mais qui devront rester compréhensibles pour nous si on veut y identifier une erreur. Parfois un peu contradictoire. Et si on parle simplement de défis à venir, ne serait-ce que pour revenir sur la conception même de l'intelligence artificielle, le chemin est loin d'être fini. Typiquement, les grandes limites
limite, les grands défis qu'il reste aux IA aujourd'hui pour arriver à être aussi forte qu'un vrai médecin est un problème de big data, c'est-à-dire gérer une grosse masse de données. En effet, quand on voit par exemple le bordel qu'est notre cerveau avec ses 10 puissance 15 connexions, c'est-à-dire 1 million de milliards, on comprend mieux pourquoi. Autre problème que le big data, l'expérience. Pour donner un diagnostic médical, il ne faut pas simplement regarder des images et en donner un. Il faut notamment poser des questions en fonction de l'antécédent, du mode de vie du patient, et ainsi avoir une véritable approche globale et holiste. Mais attention, il ne faut pas confondre intelligence artificielle et conscience artificielle. Nul besoin qu'une IA possède une conscience humaine pour donner un vrai diagnostic. Cette question est d'autant plus dépourvue de sens à une époque où on pense que notre conscience humaine ne serait au final qu'une propriété transcendante de milliards de petits calculs simples, sans réelle intelligence ni but dans notre cerveau. Alors en conclusion, quel est l'avenir de l'IA dans la médecine de demain? Pourquoi pas penser une IA qui va plus loin, qui s'attelle aux grands défis de la médecine actuelle? Vaccin contre le sida, contrôler le cancer, thérapie contre les maladies génétiques et neurodégénératives. Cela devient totalement envisageable. Il ne s'agit pas de dire que la technologie va tout résoudre, ce serait du technoprophétisme. Mais l'IA sera un outil d'une puissance incroyable pour nous aider dans nos recherches. Sauver des vies et une grande décroissance des coûts liés aux assurances maladie, ça c'est pour la grande échelle. Et une médecine plus rapide, même à distance. Une médecine pour rester chez soi, une médecine personnalisée, ça c'est à notre échelle. Demain, on aura bien avancé sur tout cela. Alors on se donne rendez-vous dans quelques années pour voir à quel point ces perspectives se seront révélées justes ou non. Alors ne partez pas encore, comme j'ai annoncé sur les précédentes vidéos, je vais revenir sur les commentaires de la vidéo précédente, celle sur le sport et son évolution possible dans le futur. Alors il y avait notamment Arachnode qui déclarait dans un beau commentaire être entre autres d'accord avec Bastien sur l'importance du dépassement de soi dans le sport. Alors c'est certes un argument que j'ai pas mis dans la vidéo, ça me fait penser à entre guillemets ce problème de l'étiquette transhumaniste. Sinon prenons le sujet du dépassement de soi, c'est quelque chose qui est très louable dans des domaines comme le sport ou l'éducation. C'est une qualité suprême, une sorte de quête de l'esprit, mais dans un contexte transhumaniste ou même dans un contexte de recherche scientifique, la connotation est vraiment tout autre. Se dépasser dans le sens, dépasser sa génétique ou sa condition biologique, c'est souvent accueilli très différemment. Alors pourtant c'est vraiment bien la même motivation qui gouverne sous cela. Il y avait notamment aussi un commentaire bien développé de Alric70911 qui disait que si l'homme se dépasse, c'est la nature méchante qui le remettra dans le droit chemin. C'est assez intéressant car c'est un point de vue assez rare. Je sais pas si vous me voyez bien avec le soleil. Le soleil s'invite même en octobre. On dit souvent si tu te dopes et que c'est dangereux et que tu en meurs, c'est de ta faute. C'est la faute de l'homme qui a voulu dépasser la nature en fait. Mais Alric le voit sous un autre angle. C'est que si tu te dopes et même si c'est dangereux et que tu en meurs, c'est la faute de la nature qui n'est pas sympathique et qui a voulu se venger sur toi. Dans cette deuxième version, c'est assez intéressant parce que l'homme a le droit de se dépasser et c'est bien la nature qui fixe les règles et non la morale des autres hommes qui fixe la règle. À méditer. Voilà, et pareil pour cet épisode, si vous avez une idée, une critique, une opinion à donner ou tout simplement une question, écrivez-la dans les commentaires et on y reviendra ensemble dans la prochaine vidéo. Sur ce, abonnez-vous, mettez la petite cloche, mettez juste un j'aime, restez extrêmement informés, rêvez le futur et faites le présent. Ciao!